Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est en lien avec la sexualité mais qui s'en éloigne un peu. Donc parmi vous, il y en a une partie qui est entrepreneur ou chef d'entreprise. J'ai fait un petit sondage il n'y a pas longtemps sur Instagram et j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir une entreprise ou à avoir envie d'en lancer une. Et ça ne m'étonne pas trop parce que je pense que quand on a envie de s'émanciper dans sa sexualité, souvent on a envie de s'émanciper dans d'autres aspects de sa vie. On a envie d'être libre, quoi, et de créer ce qu'on a envie de créer. Donc je sais que cet épisode va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas entrepreneur et tout le monde n'a pas envie de l'être, ce qui est complètement ok. Mais j'avais envie de partager dessus parce que pour moi, le fait d'être entrepreneur, d'avoir ma propre entreprise est une grosse partie de mon identité. Et pendant très longtemps, c'est sur ça que j'accompagnais. Maintenant, ça fait 5-6 ans que je m'intéresse très fortement à la sexualité et ça fait un peu moins de temps que ça que je suis vraiment focus dessus. Mais avant ça, j'accompagnais des personnes qui voulaient créer leur entreprise, qui voulaient se développer avec, qui voulaient trouver leur voie. Et donc du coup, c'est un sujet qui est toujours passionnant pour moi. Même si j'en parle beaucoup moins. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment explorer ma sexualité, accompagner sur la sexualité, m'a permis d'améliorer mon entreprise et mon business. Je suis très différente de la personne que j'étais quand j'ai commencé, ça c'est sûr. Et je suis aussi très différente de celle que j'étais avant de me pencher sur le sujet de la sexualité. Et du coup, je me suis fait une petite liste. Je me suis noté toutes les choses qui, pour moi, avaient changé parce que je trouve que, étant consciente de la sexualité, ou plutôt pratiquant une sexualité consciente et enseignant une sexualité consciente, il y a plein de choses en business que je ne fais plus ou que je fais différemment, qui ont vraiment changé mon énergie, ma vibe, qui ont changé mon discours aussi. Et il y a des choses que je disais il y a 5-6 ans que je ne dirais plus maintenant. Et c'est normal, on évolue tous, c'est normal d'avoir les choses qui changent et qui se transforment. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ce que travailler sur la sexualité m'a permis d'améliorer sur mon business. C'est parti. La première chose très importante, c'est que à force de pratiquer une sexualité consciente, à force d'écouter mon corps, à force d'enseigner aux gens qu'il faut écouter leur corps, je ne me force quasiment à rien dans mon activité. Je crois presque jamais la sensation que je suis obligée de faire quelque chose. Et bien sûr que c'était pas comme ça avant. Je pense que si vous avez une entreprise ou même si vous êtes salarié, peu importe, on se sent toujours obligé de faire certaines choses. On se sent toujours forcé. On se dit non, mais il faut absolument que je fasse ça. Sinon, il y aura telle conséquence. Et en fait, à force de travailler avec un niveau de consentement élevé dans ma sexualité, dans la façon d'accompagner les gens, à force de leur répéter que leur oui est important, que leur non est important, c'est quasiment impossible pour moi de me forcer. Et c'est pas facile de ne pas se forcer parce que, en fait, on a tellement de cadres et de carcans dans notre société, surtout là, si on prend un cadre capitaliste qui va nous dire si tu fais ça, tu auras telle conséquence, ou si tu fais ça, tu auras tel. C'est en faisant ça que tu vas obtenir tel résultat. Et se dire, en fait, c'est quoi, non, je vais pas faire ça, je vais faire ce qui me semble juste, ce qui m'appelle, ce qui me porte, et ça va me donner du résultat.
Ça, c'est hyper puissant et pas toujours difficile à faire parce que parfois on a envie de se conformer un peu. Mais à chaque fois, je me demande, mais je me force, mais par rapport à quoi et par rapport à qui? Qui me dit qu'en me forçant, je vais obtenir ce que je veux? J'en ai aucune idée. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si nos actions vont avoir telles conséquences. Donc autant faire ce qu'on a envie parce qu'au moins en le faisant, on aura pris du plaisir. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité à être entrepreneur, il y en a beaucoup, et plus on avance, plus il y en a. Moi, j'estime que j'en ai pas mal. Mais même ces responsabilités, elles sont choisies avec mon consentement, dans mon plaisir. Je réfléchis et je pense que je n'ai quasiment rien dans mon entreprise qui ne me correspond pas. Et il y a des tâches que je ne fais pas qui sont déléguées parce que clairement, soit j'y arrivais pas, soit c'était pas mon truc, soit j'avais la flemme, soit j'avais pas envie. Mais c'était pas parce que je me forçais à les faire, c'est parce qu'en fait je les faisais pas et c'était problématique de pas les faire. Et donc du coup j'ai délégué les trucs que je finissais par ne pas faire parce que je n'aime pas. Et donc voilà. Mais après, si ce que vous faites comme activité au global est quelque chose où vous sentez que vous êtes obligé de le faire chaque jour, vous êtes obligé de faire ça, vous êtes obligé de faire ci, c'est qu'il y a un problème. Si c'est des choses qu'on peut déléguer, qu'on peut passer à quelqu'un, pas de problème. Mais si c'est votre quotidien qui est comme ça, pour moi, ça montre que vous n'avez pas forcément de consentement envers vous-même. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'il faut que pour que j'obtienne ça, je dois faire ça, et donc du coup, je me force à le faire. Comme, je sais pas, peut-être que vous détestez écrire et vous vous forcez à écrire. Peut-être que vous détestez parler et vous forcez à faire des podcasts parce que c'est à la mode. Peut-être que vous détestez accompagner les gens en individuel, mais vous le faites parce qu'on vous a dit de passer par là, etc., etc. Peut-être que vous avez une boutique en ligne et vous n'aimez pas du tout prendre de photos pour votre boutique et en fait vous vous sentez obligé, etc. Et en fait pour moi, il y a un moment où on doit prioriser son bien-être et son plaisir. Pourquoi? Parce que sinon on ne tient pas sur la durée. On peut flancher. Avoir une entreprise, c'est difficile par moment, pas tout le temps, heureusement, mais c'est difficile par moment et il y a des challenges. Et si, en plus de ces challenges, le quotidien est chiant ou stressant, c'est dur de tenir. Du coup, pour moi, c'est genre, il faudrait 95% de c'est cool, c'est fun, j'aime ce que je fais, et 5% de galère. Et parfois, la galère va venir de plein d'endroits différents. Parfois, c'est parce que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Parfois, c'est parce que vous avez du mal à trouver votre chemin pour, je sais pas moi, générer votre chiffre d'affaires, etc. Mais même dans ces challenges, vous rappelez, écoute, la clé, c'est que j'aille vers ce que je sens et que j'aille vers ce qui me fait du bien. Parce que si je vais encore plus vers des choses qui me font pas du bien, je vais pas m'en sortir. Donc pour moi, la chose numéro 1 qui m'a aidée en travaillant en sexualité, c'était le consentement. D'avoir du consentement envers moi-même, de ne pas me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, exactement comme en sexualité. Et en sexualité, c'est pareil, on va se dire ouais, mais je suis obligée de dire oui parce que sinon il va se passer ça, ça. Non, tu n'es pas obligée de dire oui. Tu peux dire non si t'as pas envie. Et tu peux dire aussi oui à ton désir. Parce qu'il y a une chose qui est vraie aussi, c'est qu'en consentement, il y a le oui. Il n'y a pas que le non. Et moi, j'ai dit oui au fait que j'allais faire une grosse bascule dans mon activité et quitter tout ce qui était coaching business, c'est ce que je faisais avant, et aller vers du coaching sexualité. Et cette bascule n'était pas facile parce que c'était un gros sacrifice, ça marchait plutôt bien le coaching business, il y a toujours de la demande, il y a plein de gens qui veulent créer une entreprise et très souvent ces gens sont prêts à investir. Donc c'était pas facile de faire la bascule, surtout pour aller vers un thème qui est encore très tabou, qui est peu compris. Moi j'ai un angle qui est assez spécifique aussi, donc j'ai dû beaucoup éduquer sur cet angle. Mais malgré ça, c'était ça mon vrai oui. C'était mon oui, c'était moi je veux faire ça. Et en fait, j'ai rien envie de faire d'autre. Globalement. C'est sur ça que j'ai envie de transmettre, c'est là où c'est important pour moi, c'est là où sur mon lit de mort je me dirais putain je suis trop fière d'avoir fait ça. Et donc du coup il y a un moment j'ai dû écouter mon oui, ça m'a pris du temps, j'ai tâtonné, j'ai fait ok peut-être que oui, peut-être que non, nana. Mais au final ouais c'était le consentement. Donc je dirais que c'est la première chose qu'on apprend quand on est coach en sexualité et qu'on enseigne aux gens le consentement, c'est d'avoir du consentement avec soi-même. La deuxième chose qui pour moi est en lien, c'est dire non aux autres. Je suis devenue vachement plus radicale dans mes relations et, et c'est pas facile d'être comme ça, comme personne. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que personne, c'est pas facile d'être la personne qui arrête les relations qui ne vont pas. Mais encore une fois, moi je protège mon énergie, je protège ma paix et j'ai un certain égoïsme, j'en parlerai tout à l'heure, qui fait que qui est normal en fait, qui fait que je compte plus que toutes les autres personnes de ma vie.
Désolée, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si je me protège pas, qui va me protéger? Je peux pas attendre que les autres me protègent. Je peux pas attendre que les autres agissent comme moi, j'ai envie ou besoin constamment. Je dois être celle qui me protège. Et donc, du coup, au fil des années, il y a des relations qui se sont arrêtées, des relations qui duraient depuis longtemps se sont arrêtées. Il y a eu des relations amicales, professionnelles, romantiques, toutes qui n'allaient pas dans le sens de moi qui brille ma plus grosse lumière, que moi qui vis dans ma plus belle énergie de vie. Et certaines de ces relations étaient plutôt ok, c'est-à-dire que je ne vous parle pas de choses catastrophiques ou vraiment graves. Il y en a qui étaient plutôt ok, mais qui n'allaient pas dans le sens de là où je sentais que mon énergie voulait aller, et donc du coup ces relations se sont arrêtées. Parfois elles se sont arrêtées assez tranquillement, parfois c'était assez violemment, dans le sens où c'était pas facile, mais et souvent, je me disais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est la bonne façon? Je me sentais un peu coupable, etc. Mais après, je me disais, tu sais quoi? Si cette personne doit être dans ta vie, elle sera dans ta vie. Mais si aujourd'hui, elle n'est pas dans ta vie, c'est qu'il y a une raison. Parce que, en face de ça, j'ai des personnes qui sont dans ma vie depuis très longtemps et qui n'ont pas bougé. Qui n'ont pas bougé parce que, justement, elles nourrissent la personne que je suis. Elles nourrissent mon essence, entre guillemets. Elles nourrissent ce qui est beau et bien chez moi. Elles me font me sentir bien et j'ai le droit d'avoir ça. Et donc du coup, mon oui et mon non, en plus de mon quotidien, c'est beaucoup appliqué à mes relations. Et, euh, et ouais, je pense que c'est challengeant, même des relations pro, des personnes qui travaillent avec moi dans mes équipes. On a dû arrêter, pareil, plus ou moins violemment. J'ai appris avec le temps à être plus ou moins, disons, douce, mais c'est pas toujours facile. Et c'est des personnes à qui j'ai laissé beaucoup de chance. C'est des personnes. Je suis tellement douce. Mon copain me le dit parfois. Il me dit, mais Olivia, t'es tellement. Tu donnes tellement de chance aux gens. Et c'est vrai que j'ai donné beaucoup de chance aux gens. Après, en général, quand on donne des chances aux gens, les gens ne voient pas que ce sont des chances qu'on leur donne puisqu'on ne dit rien. Mais voilà, j'ai laissé passer beaucoup de choses jusqu'à en arriver à un ras-le-bol. Et c'était marrant parce que plus j'arrivais au ras-le-bol, plus c'était violent en fait. Et donc maintenant, j'apprends à arrêter les frais plus tôt. Normalement, là, j'ai pas trop de relations qui doivent s'arrêter. J'espère pas. Mais en tout cas, c'est vrai. Et pour moi, dire non à ces relations, c'était dire oui à moi. C'était vraiment des choix égoïstes. Je vais pas faire comme si il y avait des raisons hyper graves, hyper dangereuses à chaque fois. Non, c'était vraiment en fait, sans cette relation, je suis plus épanouie qu'avec. Oh, c'est dur à dire, mais c'est vrai. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Et peut-être que c'est juste pour un temps, mais parce que des fois les choses changent et les gens changent et on change. Mais sur ces moments T, toutes les relations qui m'ajoutaient de la charge mentale et du stress et je disais à une amie, toutes les personnes qui, quand je regarde mon WhatsApp, quand je vois leur nom, ça me stresse, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, donc il y avait beaucoup de consentement aussi dans les relations. En plus du consentement avec moi-même, que honnêtement j'essaie de vivre au quotidien, parce que pour moi, si je n'ai pas ça, je n'ai pas grand-chose. Si je ne respecte pas mon consentement, je ne peux pas... Comment je peux m'attendre à ce que les autres le respectent? Après, je m'attends à ce que les autres le respectent, mais en tout cas, je suis la première personne qui doit respecter mon corps et mon oui et mon non. Il y a une autre chose qui est venue avec ça, c'était beaucoup de compassion envers moi-même. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis souvent très dure avec moi. Je suis très exigeante. J'ai une vision de comment je suis censée opérer qui est très élevée. Et parfois, ouais, j'ai pas beaucoup de compassion avec moi-même. Et donc du coup, c'était pire avant. Là, c'est encore un peu le cas, mais j'arrive à faire la démarche de me dire, mais non, tranquille, Livia, tu fais de ton mieux, etc. Mais il y a quelques années, j'avais très peu de compassion avec moi-même. J'avais un niveau d'exigence hyper élevé envers moi-même, hyper perfectionniste. Je suis toujours perfectionniste, mais j'arrive plus à lâcher dessus. Mais avant, ce que je faisais qui pouvait sembler très bien, voire excellent aux yeux des autres, je trouvais ça nul. Et en fait, j'ai appris la compassion parce que j'ai compris, en travaillant en sexualité et d'ailleurs en résolution des traumas, qu'il y a tellement plus de force en jeu que notre seule volonté. Il y a beaucoup plus en jeu que juste mon état d'esprit ou ma volonté ou ma discipline ou ma capacité à faire les choses. Il y a en jeu, ben, je sais pas moi, mon passé, mon vécu, la société dans laquelle je vis, mon éducation, mes émotions, comment elles sont par rapport à telle ou telle situation.
il y a ma personnalité, il y a le fait que je ne peux pas me comparer aux autres parce que ils ne sont pas qui je suis, ils ne sont pas comme moi, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même ADN. Euh, Certaines choses, en fait, je me suis dit, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal que ce soit pas forcément facile, c'est normal que tu n'aies pas la réponse parce que telle ou telle raison. Alors que je trouve que parfois, surtout encore une fois dans le monde capitaliste, on a cette sensation qu'on est censé tout comprendre et tout savoir et qu'il faut juste vouloir pour réussir. Et d'ailleurs, c'est un discours qui est très commun. Quand on veut, on peut. Oui, quand on veut, on peut, mais on peut avec plus ou moins de difficulté en fonction de ce qui s'est passé dans notre vie. Ok. Et ça, c'est une chose qui est très peu prise en compte quand on quitte disons, quand on quitte, en tout cas, moi, quand je quitte mon petit cercle de sexualité consciente et de résolution des traumas, j'entends beaucoup ce discours qui est très, quand on veut, on peut, il faut y mettre, discipline, force, on y va, on y va, on y va, on y va. Ça fonctionne quand on peut, quand on peut. Et c'est d'ailleurs très validiste, parce que ça part du principe que la personne n'a aucun handicap, entre guillemets, et j'utilise le mot très largement. Et moi, j'ai des handicaps, entre guillemets. Encore une fois, j'utilise le mot très largement. Et je trouve que parfois, avoir de la compassion sur soi-même, c'est se dire, non, il y a des choses qui font que parfois c'est difficile pour moi et c'est OK. Et il y a des choses qui font que je suis absolument géniale à ce que je fais et c'est OK. Et quand je parlais de handicap tout à l'heure, entre guillemets, OK, je ne veux pas me placer dans la catégorie des personnes qui ont un handicap parce que je suis techniquement valide, mais c'était une façon de parler. Mais, euh, mais par exemple, je suis hyper émotive, je fais de l'anxiété, je suis noire dans une société qui est globalement raciste, je suis une femme, j'ai pas grandi dans un milieu qui était prospère, c'est-à-dire genre dans une famille modeste, monoparentale. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que ce qui peut sembler facile pour d'autres ne l'était pas forcément pour moi. Et c'est pas des excuses, c'est juste porte vers la compassion. Ok, porte vers la compassion et de dire, meuf, tu fais de ton mieux. Et il y a une chose que je disais récemment à mes clientes, c'était que j'essaie de me rappeler que je suis en train de soigner des générations et des générations et des générations de personnes qui sont arrivées avant moi. Donc j'essaie d'avoir de la compassion pour moi. Et ça m'emmène à un autre point qui est que j'ai arrêté de me comparer. Alors, c'est faux. J'ai pas arrêté, mais je le fais vraiment moins. Pourquoi ? Parce que j'ai compris en fait, comme je vous disais, tout ce qui était en jeu qu'on ne voit pas. Je veux dire, on est une personne certes, mais chacun d'entre nous, on a un vécu, on a un passé, on a une façon d'être, on a un bagage émotionnel, on a une dynamique émotionnelle, on a un entourage, on a beaucoup de choses. Et en fait, je me compare de moins en moins parce que je me dis, je ne connais pas les traumas de cette personne en face de moi, je ne sais pas comment elle est dans sa peau, je ne sais pas comment elle se sent dans son corps, je ne sais pas en fait. Et là où peut-être que je la vois réussir de façon comment dire, peut-être fulgurante ou lumineuse, etc. Et je me dis, ah là là, je vais jamais y arriver. Mais en fait, je compare des choses qui sont pas comparables parce qu'on peut pas comparer deux personnes. C'est aberrant. C'est aberrant parce qu'en fait, on est peut-être deux humains. Peut-être qu'on a des traits qui sont similaires, mais ça s'arrête là. Parce qu'en fait, on est tellement unique chacun. On a des milliers d'années de génétique dans le corps, on a du vécu, on a du passé, on a des événements, on a notre façon d'interagir avec ces événements, etc., qui font que se comparer n'a pas de sens parce qu'en fait, on ne sait pas, je ne sais pas ce que la personne en face de moi vit. Et, euh, et je me suis dit, il y a quelques années, je n'ai envie d'être dans la peau de personne à part moi-même, parce que moi, je sais qui je suis, mais moi, je ne sais pas comment vit Beyoncé ou telle ou telle personne, je ne sais pas ce qui se passe en elle. Et il faut faire attention à ce que on ne compare pas. Enfin, quand on compare ce qu'on voit, on compare le succès extérieur, mais on ne peut pas comparer l'intérieur. On peut pas comparer, moi je ne sais pas si Beyoncé se sent en paix dans son corps, j'en sais rien. Moi je me sens plutôt en paix dans mon corps, mais je ne sais pas comment sont les autres. Et du coup, avoir cette compassion globale pour moi me permet d'avoir de la compassion pour les autres en fait, et de me dire, je ne sais pas ce qui se passe pour cette personne, je suis ravie pour elle, je suis ravie pour son succès, je suis ravie pour ce qu'elle est en train d'accomplir, et en même temps je ne sais pas. Donc comme je ne sais pas, je ne peux pas me comparer. Je ne peux pas comparer des choses pour lesquelles j'ai pas les informations.
Et tout ça, en fait, ce que je vous dis là, en fait, ça touche à un point qui est plus large, qui est que en travaillant sur la sexualité et sur le soin des traumas, j'ai pris beaucoup plus conscience des systèmes d'oppression dans lesquels on vit. Et je dois avouer qu'avant, même si je le savais, je n'en étais pas aussi consciente. Là, ce travail me force à regarder dans quel monde on vit. Un monde qui est capitaliste, j'en ai déjà parlé, qui est globalement plutôt raciste, qui est sexiste, qui est validiste, qui est plutôt homophobe. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a ces systèmes qui sont en jeu. Et réaliser qu'en fait, on parle souvent de survivre le capitalisme. Et quand on a une entreprise, on est dans le modèle capitaliste très souvent. Et on survit le capitalisme. On est un peu obligé de vivre dedans pour l'instant. Et j'ai beaucoup mieux compris ces choses-là. Et à quel point ces systèmes d'oppression ont un impact sur notre corps, sur notre façon de bouger dans le monde, sur notre façon d'agir, de prendre des décisions, sur le fait de s'écouter. Par exemple, pour moi, le fait d'avoir qu'il y ait des burn-out, que des personnes fassent des burn-out, c'est exactement l'expression de comment le capitalisme a une action sur le corps. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous enlever notre propre consentement, on va avoir du mal à dire oui et non par rapport à ce qu'on ressent dans le corps, et on va dépasser nos propres limites. Et ouais, et clairement travailler en sexualité, parce que la sexualité, c'est pas que le sexe, hein, c'est tout ce qu'il y a autour et qui va avoir un impact sur nos rapports sexuels, bah ça m'a fait prendre conscience de ces systèmes d'oppression qui sont en place et le fait qu'en fait, on n'est pas isolés. On n'est pas isolés, on est tous connectés et il y a des forces en jeu qu'on ne voit pas. Donc voilà, c'était un long laïus, mais là pour moi, c'était vraiment le point compassion, pour moi, pour les autres, beaucoup moins de comparaison, plein d'amour aussi. Alors, ça je l'avais pas mis sur ma liste, mais c'est un truc de fou comment j'ai commencé à plus aimer les gens en travaillant sur la sexualité. Je dirais pas que je n'aimais pas les gens avant, ok, mais je pense que j'étais un peu plus indifférente. Je pense que j'étais un peu plus indifférente, genre je me posais pas la question. Mais là, je ressens que j'ai un amour très profond, surtout pour les femmes, parce que c'est quand même essentiellement avec des femmes que je travaille. Et j'ai un amour hyper profond pour les femmes. J'arrive, parce que j'ai appris à les voir, à les comprendre dans quelque chose de très intime. Je suis confrontée chaque jour à de nombreuses femmes, j'ai des clientes, elles me partagent des choses qu'elles ne partagent quasiment à personne d'autre. Et en fait, j'ai développé un amour de ouf. Genre, vraiment du vrai amour, quoi. J'aime trop ma communauté, j'aime les gens que je sers, j'aime les aider. J'ai développé cet amour-là. Et je pense que j'avais une affection avant pour les gens que j'accompagnais. Et je pouvais utiliser le terme amour. Mais là, c'est du vrai amour parce qu'en fait, c'est comme si, quand tu vois toutes les parts d'ombre de quelqu'un, et quand tu vois toutes les parts d'ombre de toi, quand tu vois des choses qui sont intimes, qui sont cachées, etc., à la fois chez toi et chez les autres, ça crée une telle vulnérabilité qu'il y a de l'amour. Tu vois, je sais pas, c'est un truc de fou comment cet amour s'est développé au fil des années. Et avant, c'était autre chose. Avant, c'était de l'affection, un lien, une complicité, etc. Mais maintenant, c'est du vrai amour. Genre, j'ai vraiment de l'amour pour vous qui m'écoutez, de l'amour pour mes lectrices, mes lecteurs, mes clientes. Après, les hommes, j'ai tendance à les chicoter un peu. Mais même eux, je développe un certain amour pour les hommes. Ça évolue avec le temps. Mais ce que je dis à mes clientes, c'est que de plus en plus, euh, en fait, sachant tout ce qui se passe, et sachant tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'un corps et à l'extérieur d'un corps, donc à l'intérieur d'un humain et à l'extérieur d'un humain, je sais pas, je suis juste... je kiffe l'humanité, quoi. Je sais pas, ça fait un peu hippie, mais j'ai vraiment une appréciation qui s'est développée pour les humains, pour tout ce qu'on réussit à traverser, pour tout ce qu'on a accompli. Voilà, c'était ma petite déclaration d'amour. Je vous aime de ouf, parce que je sais ce que vous traversez, je sais pas exactement ce que vous traversez, vous qui écoutez. Je sais que parfois, il y a des choses qui sont difficiles, et en même temps, il y a des choses qui sont tellement belles. Et voilà, donc ouais, j'ai clairement développé un amour pour l'humanité. Et, euh, et c'est cool. Bah, du coup, ça m'amène à un autre point qui est que une chose qui a changé aussi, qui a évolué, c'est que dans mon entreprise ou dans ma façon d'interagir avec les gens, il y a une certaine intimité qui est plus profonde qu'avant.
c'est un peu normal avec le thème. Je veux dire, je parle de sexualité, je parle de plaisir. On m'écrit pour des choses qui sont très intimes, qui sont à la fois très célébratoires, genre ouais, j'ai eu mon premier orgasme, oui, j'ai enfin recommencé à faire l'amour avec ma partenaire, et des fois des choses qui sont un peu plus dures. Et je trouve que je parlais d'amour tout à l'heure, mais j'ai aussi une espèce de respect et de révérence pour l'intimité dans laquelle j'évolue avec mes lecteurs, mes clients, etc. Il y a... ouais, c'est comme si on me confiait quelque chose de précieux et du coup, cette intimité, elle est précieuse. Après, je sais pas, c'est la sexualité comme thème qui peut-être amène ça. Donc je sais pas à quel point ça se réplique dans d'autres business, dans d'autres voilà, dans d'autres thèmes, etc. Mais ça, c'est une chose que j'observe qui n'était pas le cas avant. C'est le degré d'intimité que j'ai avec les gens. Et, euh, et étant quelqu'un qui suit... donc j'écris des romans. Bon, en ce moment, mon roman est sur pause parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais en tout cas, j'écris des histoires. Et j'adore creuser dans mes histoires l'intimité, ce qui se passe à l'intérieur des gens. Et je pense que je prends ça de façon très précieuse. Le fait d'avoir accès à l'intimité des gens, le fait de pouvoir discuter. Après, moi aussi, je suis assez intime dans ma façon de parler. Je parle beaucoup de moi. Je n'ai pas vraiment de secrets. Les seules choses que je protège, c'est des choses qui ne me concernent pas, qui concernent les autres. Donc, je fais attention à ne pas parler de personnes qui sont autres que moi, entre guillemets. En tout cas, si j'en parle, c'est dans des cadres bien précis. Mais pour moi, ouais, cette sensation d'intimité, elle est hyper intéressante, hyper touchante. Et c'est vraiment un chouette aspect de mon travail, je dois dire. Et l'autre chose qui est assez marrante, c'est que tout à l'heure, je disais que j'étais un peu égoïste dans mes relations. Je pense beaucoup à moi. Mais en même temps, avec le temps, donc ça, je sais pas si c'est le travail en sexualité qui joue, mais peut-être un peu, je suis beaucoup plus généreuse qu'avant. Non, c'est pas vrai, j'ai toujours été généreuse. Je suis quelqu'un de généreux. J'ai toujours été généreuse, c'est vraiment un trait de caractère qui est présent depuis longtemps. Mais je pense que je réalise de plus en plus que la générosité paie, dans tous les sens du terme. Parce que parfois, quand on est généreux, on a peur de trop donner et d'être exploité. Ce qui se comprend parce que ça peut arriver. Et donc parfois, on va retenir notre générosité, on va s'empêcher d'être pleinement tout ce qu'on est, on va s'empêcher de donner. Et en fait, au fil des années, j'ai compris que plus je suis généreuse, plus ça va dans ma vie, mieux ça va dans ma vie. Et par contre, ce à quoi j'ai dû faire attention, c'est que je devais être généreuse avec moi aussi. Parce que avant, j'étais généreuse avec les autres, mais pas forcément avec moi. Donc j'allais donner, comme je disais, plein de chance aux autres, j'allais être très compréhensive, j'allais donner beaucoup, même matériellement, etc. Donc j'allais être beaucoup généreuse avec les autres et pas généreuse avec moi. Et en fait, ce qui est chouette avec la sexualité, c'est que, en plus la façon dont je la pratique, c'est qu'on part de soi. Une belle sexualité commence par soi-même, je le dis assez souvent. Et donc, j'ai commencé à prendre soin de moi et à me donner des choses et à me faire du bien à moi et à devenir très généreuse envers moi-même, à ne pas me priver de ce dont j'ai envie et besoin. Et ça fait que maintenant, ma générosité envers les autres, elle est vachement plus équilibrée. Et donc, quand on me dit Livia, c'est trop bien, t'es super généreuse, waouh, tout ce que tu donnes. Et en fait, je dis, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'en fait, dans ma vie, je reçois tellement, je me sens tellement pleine que il n'y a aucun problème en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Je trouve que si on prend un point de vue clairement business, je trouve que la générosité, c'est une stratégie parfaite. Parce que quand on est généreux avec soi, donc on prend du temps pour soi, on prend soin de soi, je sais pas, on se célèbre, on se fait des cadeaux, on se met bien, etc. Et qu'on choisit d'être généreux avec les autres, donc on donne beaucoup, on est présent, on est disponible, on fait des cadeaux aussi, voilà. En fait, je trouve que ça crée un cercle vertueux où tout le monde se sent riche. Vous voyez ce que je veux dire? Riche dans tous les sens du terme, pas que financièrement, mais vraiment en termes de... Tout le monde sent que ses besoins sont nourris. Et donc, je vais pas avoir de soucis à, je sais pas moi, offrir des choses, par exemple, j'ai offert un massage de la vulve récemment. Il y a plein de gens qui l'ont pris, c'était trop bien. D'ailleurs, si vous voulez le télécharger, il suffit d'aller sur liviakero.com/yonimassage, fin de la parenthèse. Et
Et voilà, et donner le maximum de conseils, le maximum de contenu. Quand on me pose des questions, par exemple sur Instagram, je prends le temps de répondre. Mes clientes, je leur réponds aussi vite que possible, parce qu'on a un groupe et on discute, et j'essaie d'être vraiment présente. Et en fait, tout ça, j'ai beaucoup de générosité en temps et en énergie, parce qu'en fait, j'en donne énormément à moi-même. J'en donne énormément à moi-même. Je donne beaucoup de temps et d'énergie à moi-même aussi. Et je trouve que ça, c'est vraiment une stratégie gagnante. Genre, quand vous avez du doute, soyez généreux envers vous-même et envers les autres. C'est un conseil. Bon, vous m'avez pas demandé de conseil, mais comme je raconte ma vie, je peux dire ce que je veux. Voilà. Donc ouais, la générosité paie. Et je trouve que ça m'a beaucoup soigné à ma peur de manquer. Parce que je pense que j'ai une peur de manquer qui date de toujours. Et qui se soigne au fil du temps, parce que ça, c'est en faisant le travail sur les traumas, j'ai soigné un tas de peurs qui datent de l'enfance, etc. Donc cette peur de manquer, je la ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que quand on a peur de manquer, ou quand on ressent beaucoup de manque, la générosité peut être un chemin qui vraiment apaise ça et qui fait du bien. Voilà. Et puis après, il y a d'autres choses qui ont changé pour moi, plus dans ma façon d'être. Parce que quand on travaille en sexualité consciente, quand on se donne du plaisir de manière consciente, quand on apprend à réguler son système nerveux, on n'opère plus dans le monde de la même façon. En fait, déjà, j'ai beaucoup plus d'outils qu'avant. J'ai beaucoup d'outils pour gérer ce qui se passe dans mon corps. Et je me rends compte que, par exemple, je respire beaucoup plus. Je prends plus mon temps. Je ralentis beaucoup plus. Je suis plus capable d'être dans le présent. Pourquoi ? Parce que c'est le conseil que je vais donner constamment et que j'applique pour moi dans la sexualité et même dans les relations en général. Et donc du coup, je me retrouve à aller moins vite, à être moins dans l'urgence. J'ai toujours de l'anxiété, et ça je sais pas, je pense que j'en aurai peut-être toute ma vie, peut-être, peut-être pas. Mais j'ai une capacité à être dans mon corps, présente, ancrée, là, qui n'a rien à voir avec avant. Mais c'est comme si avant j'étais tout le temps une pile électrique en train de frétiller partout, 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 partout. Et maintenant je me sens posée sur terre. Je me sens posée sur terre, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens détendue. La vie est douce. Voilà, c'est trop cool. Et ça, je sais que c'est à force de faire des pratiques. Je sais sincèrement que c'est à force de pratiquer, c'est à force de voir, d'agir différemment dans le monde avec aussi plus de conscience, et pas de la conscience mentale seulement, de la conscience corporelle. Parce qu'en fait, on travaille tellement dans le corps, on travaille tellement connecté aux sensations corporelles, on est tellement dans nos 5 sens que, ouais, on est là, on est posé sur Terre. Et après, ma vie, elle a beaucoup changé aussi, hein. C'est-à-dire, ma vie a beaucoup évolué. Là, j'ai vraiment une vie qui est différente d'il y a quelques années. Mais tout est lié, je veux dire, si elle est arrivée, c'est parce que peut-être mon énergie vibrait comme ça, je sais pas. En tout cas, ma vie aussi, elle est riche, dans le sens où, si je regarde une journée, il y a quasiment tout dans ma journée qui est chouette. Il peut y avoir des frottements, ok ? Il y a des frottements, sinon c'est normal, sinon on ne grandit pas. Il y a des choses agaçantes de temps en temps, mais ça va être ponctuel. Ça va être une fois comme ça. Peut-être une fois dans le mois, il y a un truc qui va vraiment me saouler. Mais le reste du temps, il y a une espèce de rythme et d'ancrage. Et je le sais parce que j'ai cherché ça très longtemps dans ma vie. Je l'ai cherché pendant hyper longtemps, cette sensation de savoir, d'être à ma place, d'être posée, d'être sur terre, d'être ancrée, de savoir qui je suis, de savoir ce que je fais. Même si en fait on ne sait pas vraiment, mais au moins avoir l'illusion, ça fait du bien. Et, euh, et donc, tout est lié, c'est pas que le fait d'avoir travaillé via mon corps qui permet ça, c'est aussi les décisions que j'ai faites. Par exemple, je sais pas, j'habite en pleine campagne, je suis dans un couple stable, j'ai une famille qui est proche de moi, ce n'était pas le cas avant, donc il y a quand même beaucoup de choses dans mon environnement qui permettent ça. Mais en fait, le fait d'être tellement connecté aux sensations corporelles, voilà, je pense me permet d'en profiter. Parce que peut-être que j'aurais pu faire plein de changements dans ma vie, et pas en profiter autant que maintenant. Parce que maintenant, je suis très consciente de chaque moment. Enfin, j'essaie. Je peux pas dire que j'y arrive tout le temps, ok ? Faut pas croire, hein,
quand même. Mais, mais c'est comme si j'avais développé une certaine sensibilité à l'instant présent. Et donc je vais sentir ce qui se passe, je vais entendre les sons, je vais sentir le vent sur mon visage, je vais être en famille et vraiment capter ce qui se passe, etc. Il y a comme une espèce de façon d'être qui est plus, je dirais pas intense, mais vivante peut-être. Et ça, c'est à force de faire des pratiques sexo et des pratiques de résolution des traumas par le corps. En fait, c'est vraiment à force de travailler par le corps, mon cerveau va beaucoup moins en autopilote parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et là, je vois que à chaque fois que ça mouline, je fais pause et juste je reviens dans l'instant et je descends dans mon corps et ça aide énormément. Et du coup, ça m'emmène à autre chose qui a vraiment changé la face de mon business. Avant, je dirais que j'étais très... Avant, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps quand même, hein. Je pense que c'est vraiment travailler sur la résolution des traumas qui m'a aidée. Parce qu'on travaille tellement avec le système nerveux. En sexualité, on travaille aussi avec le système nerveux, mais on va plutôt chercher du soin, du plaisir, le fait de se sentir mieux, d'avoir, je sais pas, plus de désir, de plaisir, d'excitation. Mais quand on travaille en soin des traumas, notre principal objectif, c'est d'avoir un système nerveux régulé. Et d'être en paix, entre guillemets, d'être vraiment là, je suis bien dans ma peau, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et je dirais qu'avant, j'étais très motivée par les résultats. Je veux accomplir ça, 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 ça. Je veux aller dans une direction. Déjà, quand on travaille en sexualité, le résultat, c'est pas un truc qui nous intéresse parce que c'est comme on dit, l'orgasme n'est pas la destination. L'orgasme, c'est un bonus si tu veux, mais le plus important, c'est le plaisir sur le chemin. Donc il y a un peu de ça. Mais il y a aussi le fait qu'un système nerveux régulé, c'est quoi? C'est pas un système nerveux autour duquel tout va bien. Au contraire, c'est que si les choses ne vont pas vraiment bien autour de toi, tu es capable d'avoir un système nerveux régulé quand même. Parce que c'est facile d'aller bien quand tout va bien autour de soi. C'est beaucoup plus facile, forcément. Mais c'est plus genre quand j'ai un truc qui me distrait ou stresse ou un perturbateur autour de moi, à quel point j'arrive à revenir dans un état de régulation de mon système nerveux. Et donc du coup, mes objectifs de vie et de business et tout, ils ont moins été dans l'accomplissement de choses. Et ça, c'est assez graduel parce que je l'observe maintenant, mais je veux dire, il y a 2 ans, c'était un peu moins le cas. Mais là, je vois, l'objectif, c'est moins, je veux atteindre tel résultat, je veux accomplir ça, 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 ça. Et beaucoup plus, je veux que mon système nerveux soit régulé. Et c'est beaucoup moins glamour, ok. C'est plus facile de mettre sur Instagram, ouais, j'ai fait 100 000 euros en un mois, que ouais, mon système nerveux est régulé. Mais je peux vous dire que quand on a un système nerveux régulé, on s'en fiche de beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses qui étaient importantes avant, voire stressantes, qui deviennent superflues. Parce que t'es bien dans ta peau, donc tu t'en fous. Et ça, c'est une valeur qui s'est développée parce qu'en fait, je vis tellement dans un environnement où c'est le plaisir qui est important, où c'est comment on se sent dans son corps qui est important, comment on interagit aussi avec les autres qui est important, que l'accomplissement en lui-même, hein, c'est bien, mais je sais que c'est pas l'accomplissement qui me fera me sentir bien dans mon corps, puisque je me sens déjà bien dans mon corps. Et très souvent, on va aller chercher ça. On va aller chercher une certaine réussite à l'extérieur de nous. On va aller se dire, quand j'aurai ça, je me sentirai comme ça. Quand j'aurai enfin réussi ça, alors ça, ce sera possible. Et oui, matériellement, à l'extérieur de nous, c'est le cas. Mais si déjà dans ta peau, déjà dans ton corps, tu es en paix, tout le reste, c'est franchement du bonus, hein. C'est chouette. Je veux dire, oui, bien sûr que, je sais pas, j'adorerais accomplir un tas de choses et vivre un tas de choses. Bien sûr. Mais en attendant, moi, ça va, hein. C'est bien, c'est à l'intérieur de mon corps que c'est bien. Et je trouve que aussi, je trouve mon accomplissement dans d'autres choses que du résultat. Mais plus dans des petits challenges personnels, dans le fait de dépasser mes limites, justement dans le fait d'augmenter ce qu'on appelle ma fenêtre de tolérance. Donc une fenêtre de tolérance, c'est là où, dans votre fenêtre de tolérance, votre système nerveux est régulé. Et donc si vous avez une petite fenêtre de tolérance, ça veut dire que vous pouvez être stressé assez facilement, genre s'il y a un truc de l'extérieur, ça vous déstabilise. Et si vous avez une grande fenêtre de tolérance, ça veut dire que
vous êtes beaucoup moins facile à stresser. Et donc, par exemple, sortir de sa zone de confort, c'est sortir un peu de sa fenêtre de tolérance. Et en fait, techniquement, ça va... Si on arrive à réguler quand même, quand on sort un peu, ça va l'augmenter. Je sais pas si ça fait sens, j'espère que oui. Et donc, pour moi, ça va être plus intéressant de me dire, ok, telle situation, je sens que elle me déclenche un peu, je suis pas à l'aise, je résiste un peu. Je sais pas, peut-être que lancer ce podcast il y a quelques mois, je me disais ça, je me disais, oh, je sais pas si je vais y arriver. Donc j'étais un peu hors de ma fenêtre de tolérance. Et puis finalement, je l'ai fait et j'ai agrandi ma fenêtre de tolérance. Ça, c'est marrant pour moi comme challenge. Le fait de me dire, je suis capable de plus encaisser, recevoir, vivre dans mon corps. C'est la même chose que pouvoir recevoir plus de plaisir dans son corps, pouvoir ressentir plus de plaisir, pouvoir être encore plus stable dans les situations de stress, etc. Donc ça, c'est plus marrant pour moi de me challenger un peu. Il y a des choses que je n'osais pas faire et me dire je suis capable de les faire, ou des choses qui me créaient beaucoup de stress et maintenant je vois que je les gère tellement mieux, tellement différemment. Ça pour moi c'est plus intéressant que le fait d'accomplir quelque chose, genre un résultat qui est par là-bas, quoi. Je sais pas si vous voyez, je suis en train de pointer du doigt loin devant moi en faisant cet épisode, mais bien sûr personne ne peut me voir, mais c'est plus intéressant pour moi. Dites-moi si ça vous parle, enfin, vous pourrez me dire en message, est-ce que j'étais claire ou si je l'étais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est intéressant de me dire que je me dépasse. Je me dépasse personnellement de moi à moi, j'augmente ma capacité personnelle, mais c'est souvent des choses que personne d'autre ne verra. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et je dirais que globalement, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai développé plus de compassion, plus d'amour pour les gens, et je trouve que je suis beaucoup plus douce qu'avant, parce que peut-être que c'est parce que comme je suis moins exigeante avec moi-même, je suis moins exigeante avec les autres. Et je me rappelle quand même une époque où j'attendais beaucoup des autres, dans le sens où je me disais non mais eux, si tu fais pas ça, c'est parce que t'as pas envie. J'avais un discours similaire à d'autres coachs qu'on peut voir. Si tu veux vraiment, tu vas le faire. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu le veux pas assez, etc. Donc un discours qui est peut-être un peu dur. Après, je ne sais pas, je vais pas juger parce que je pense que dans certaines circonstances, on a peut-être besoin d'entendre ça. Mais maintenant, ma façon d'être est tellement plus douce. Vraiment, hein. Et des fois, je me rappelle comment j'étais avant et je me dis, ah meuf, t'étais dure quand même, hein. Mais c'est parce que j'étais dure avec moi. Et donc, quand on est dur avec soi, on est dur avec d'autres. Et forcément, pareil, quand on travaille en sexualité, quand on travaille sur le trauma, c'est une déformation professionnelle que de vraiment ralentir le rythme et d'être hyper compréhensif et hyper dans la douceur. Parce que tu peux pas bousculer quelqu'un qui veut avoir plus de plaisir, c'est impossible. Tu peux absolument pas bousculer quelqu'un qui soigne un trauma. Tu peux pas. T'es obligé d'aller dans le sens de ce qui est naturel pour la personne, dans le sens de s'écouter, dans le sens d'aller à son rythme. J'ai toujours été assez à mon rythme, mais je pense que quand même, parfois, je jugeais mon rythme. Et donc, je voulais aller un peu plus vite, ou que je m'en voulais quand j'allais pas assez vite, etc. Et maintenant, ça, c'est un petit peu différent. Et je pense que, ouais, le fait de travailler avec ces modalités-là qui sont très douces, en fait, hein, je veux dire, c'est le jour et la nuit d'être coach business et d'être coach sexo. Je connais pas grand monde qui a fait les deux, mais peut-être que s'il y en a, ils pourront me dire s'ils ont capté ça. Mais autant quand tu coaches des personnes pour lancer leur entreprise, tu peux être un peu genre go, 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 go. Autant quand tu coaches des personnes dans leur sexualité, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus dans la compréhension, dans l'écoute, dans la douceur, dans la lenteur. Et je pense que ça correspond mieux à ma personnalité, parce que je suis naturellement plutôt comme ça. Je suis très détendue, très calme. Si on se croise un jour, vous verrez. Je suis vraiment chill, relax. Et j'ai beaucoup d'énergie quand même, hein. Je suis pas, je suis haute en énergie, mais je suis quand même assez calme. Enfin, c'est bizarre à dire, mais je suis sûre que vous comprenez. À force d'écouter le podcast, je suis sûre que vous avez capté la vibe. Et ouais, et c'est vrai que je suis plus douce, ma vie est plus douce, tout est plus doux. Et je ne sais pas si ça conviendra à tout le monde en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus d'intensité que ça. Mais moi, ça me convient très 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 bien. Et, euh, et voilà, et c'est cool. Et j'aime bien. Donc pour moi, ce que la sexualité m'a appris et comment ça m'a
aidé à améliorer mon business, c'est que ça l'a rendu tellement plus agréable, tellement plus fun. Déjà, quand j'ai découvert la sexualité, je suis devenue fan et j'ai décidé de changer de carrière. Donc déjà, quand même, ça, c'était un gros changement. Ça faisait quelques années que je faisais autre chose, que je faisais du coaching. Je fais du coaching en reconversion, plus du coaching business. Et donc, du coup, quand j'ai découvert la puissance de la sexualité, j'ai changé de voie. Donc ça, c'était le plus gros changement de ma vie. Mais de ma vie, enfin pas de ma vie, mais sur le thème, je sais pas si j'ai des plus gros changements de ma vie, peut-être. C'était le plus gros changement sur le thème. Mais ouais, mais en tout cas, c'est un monde tellement différent, avec tellement de codes différents, avec tellement de choses, de respect du système nerveux des gens, de respect du rythme des gens, que ça a fait que ça m'a affectée forcément, mais ça va dans le sens de qui je suis, donc c'est plutôt cool. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je voulais raconter un peu ma vie, des fois j'aime bien faire ça. Et en fait, là, la semaine dernière, je me faisais la remarque que ça fait 10 ans, bientôt, que j'ai lancé mon entreprise, mon premier blog. Il s'appelait jemecasse.fr. C'est un blog sur la reconversion. Il y en a parmi vous qui étaient là, donc merci. Et il n'existe plus, mais les articles sont encore sur mon site. Donc si vous avez la pêche, vous pouvez descendre dans les archives de 2013. J'écrivais beaucoup moins bien avant, mais on s'améliore en avançant. Bref, faut pas se critiquer. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.